Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et salut à tous, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce qui est ma rentrée scolaire à moi, ma rentrée du SNC en ce lundi 7 août 2023. Je suis très heureux en vrai de vous retrouver après ces petites vacances, cette petite coupure. J'aurais aimé que cela soit plus joyeux pour plusieurs raisons, notamment pour le match de ce week-end et pour d'autres raisons qu'une personne autour de la table nous expliquera plus tard. Voilà, c'est un petit peu de déception, mais quand même très content de vous retrouver tous en live sur les replays ou sur la radio des Verts d'Active. Mais voilà, pas trop d'intro aujourd'hui, on va laisser parler une personne qui en a le cœur gros, donc je vais quand même présenter les camarades autour de la table qui vont essayer de nous accompagner pour parler de ce match contre Grenoble. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir Elias. Comment ça va, Elias ? Ça va super, ça va et toi Kevin ? Ouais, ça va. Pas trop déboussolé par toutes les nouvelles du jour, toi, Elias ? Un petit peu, mais non, ça va, ça peut aller. Un peu moins que la personne à qui tu vas laisser la parole plus tard. Ouais, donc donc c'est pas, je vais faire court là. Ouais, c'est pas toi la personne qui en a gros du coup. Non. On a aussi Patrick Guillou avec nous. Comment ça va, Patrick ? Ça va, bonsoir à tous. Toujours aussi dépité par rapport à la contre-performance de samedi. Cette défaite a toujours aussi un goût amer et on va voir maintenant les prochains jours comment cette équipe va se reconstruire pour aborder plus sereinement le match face à Rodez. Ouais, il va y avoir beaucoup de travail pour une très petite semaine pour les hommes de Laurent Batles. Et vous l'avez deviné, il y a une personne qui en a gros. Si vous avez suivi les dernières infos qui sont tombées dans les 3-4 dernières heures de l'après-midi, c'est une personne qui en a gros. Il voulait vous parler ce soir. Il veut vous dire ce qu'il a sur le cœur. Ça va, Karl ? Ça va, Karl. Est-ce que la question se pose ? Mais oui, Kevin, tu m'as demandé de dire ce que j'avais sur le cœur à propos de ce joueur qui, personnellement, de haut de mes 22 piges, ne m'a pas laissé indifférent parce qu'en fait, Romain Hamouma, il fait partie d'une génération de joueurs qui a contribué au développement de ma passion pour Saint-Étienne, avec Perrin, Ruffier évidemment, Lemoine, Gradel et j'en passe. Et en fait, plus le temps passe, et plus ces joueurs accrochent les crampons. On l'a vu cet été, même Debuchy, je peux l'inclure, Jesse Moulin qui est proche de la sortie, Lemoine qui prend sa retraite. Et donc, plus ces joueurs s'en vont et prennent leur retraite, et plus un chapitre entier de l'histoire de Saint-Étienne se referme, et donc également un chapitre de mon histoire de supporter avec Saint-Étienne également. Et donc, ça me fait toujours quelque chose quand un joueur qui a aussi longtemps joué à Saint-Étienne prend sa retraite. Quand un joueur aussi loyal, dévoué et amoureux de ce club décide de stopper. Car oui, Romain Hamouma était un vrai amoureux de Saint-Étienne. Alors évidemment que le passage de Romain Hamouma à l'AS Saint-Étienne n'a pas été linéaire, simple et tout beau. Évidemment qu'il y a eu des blessures, je crois qu'on a assez parlé de son mollet qui est devenu tristement célèbre. Évidemment que son corps lui a joué souvent des tours, mais je ne suis pas sûr que sans cet aspect-là qui est primordial, on aurait pu garder ce joueur au football si beau, technique et pur durant 10 ans. Parce que oui, 10 ans, c'est long et peu commun dans le football actuel. Donc en 10 années, il y a eu des hauts, des très hauts et des bas, des très bas. La vie d'un footballeur professionnel est ainsi faite et les émotions sont d'autant plus fortes dans un club populaire et où la ferveur est aussi forte qu'à Saint-Étienne. Cette passion décuple les sentiments, la joie, l'euphorie, la tristesse et la colère. Et maintenant qu'une page est tournée, je préfère garder exclusivement en souvenir de Romain Hamouma, par exemple sa reprise acrobatique un soir de novembre 2013 dans un chaudron plein à craquer contre Lyon, le doublé d'Hamouma chez les Roumains de Targumures, dont un sublime piqué en pleine lucarne, le triplé d'Hamouma que j'ai partagé sur Twitter contre Lille en clôture du championnat en 2018, la sublime frappe pleine lucarne contre Montpellier en février 2022, le filier de Geoffroy Guichard s'en souvient d'ailleurs encore, ou enfin le dernier but de Romain Hamouma face à Nantes qui a permis à la SSE d'espérer un maintien en se qualifiant pour les barrages, même si on connaît la suite tragique. Et donc quand tout au long de sa carrière tu reçois des louanges des légendes Robert Herbin, Osvaldo Piazza ou de Patrick Révelli, ça veut tout dire. Lorsqu'un joueur de la trempe de Romain Hamouma qui a tant fait vibrer Geoffroy tire sa révérence, la seule chose à dire c'est merci. Et je finirai juste sur une citation
une citation, juste une phrase que quelqu'un a dit sur Twitter, Xabé91, et que je trouve vrai et bien à l'image de Romain Moumar, c'est tous les verts sont des verts, mais certains le sont un peu plus que d'autres. Voilà. C'est beau, Karl. Faut savoir que tout ça, c'est parti d'une blague tout à l'heure où je lui ai dit je te laisserai 3 minutes pour déclarer ton amour. Mais voilà, il est venu avec un vrai texte. Il en avait gros sur le cœur. Je vois dans le chat. Voilà, vous pouvez vous aussi transmettre votre amour à Romain Mouma. Karl, qui le connaît personnellement, lui transmettra. Et non, ce n'est pas, comme dit Clem dans le chat, ce n'est pas une émission spéciale Romain Mouma. Ce n'est pas une émission posthume. Ce n'est rien de tout ça. On va parler. Je sais, vous en avez gros, vous aussi. Peut-être pas pour Amouma, mais vous en avez gros pour ce qui s'est passé ce week-end. Le match terrible de la reprise des Verts contre Grenoble. Active Synthé Night Club, le débrief. Un match, une performance dont on se serait passé, messieurs. Du moins, on en attendait plus après une préparation estivale qui était, on va dire, convaincante d'un point de vue statistique et mathématique. Mais au final, le fait est qu'on l'a vu dans ce match, les joueurs n'ont pas l'air prêts pour ce début de saison. Qu'est-ce que tu en as pensé, Patrick ? Quand on analyse un match, il faut toujours le prendre sur la globalité de la rencontre. Le premier tournant de cette rencontre, c'est Sissoko qui ne veut pas donner le ballon à Chambost, qui était idéalement placé. Et là, c'est quand même assez significatif. Ensuite, il y a eu une frappe écrasée. Ensuite, sans refaire le match, on s'aperçoit que les opportunités les plus conséquentes étaient pour les Grenoblois en première période. S'il y a 0-2 à la mi-temps, il n'y a absolument rien à redire. Moi, j'ai été toujours aussi surpris par le manque d'intensité. Jouer la première journée à domicile face à 25 000 spectateurs ou avec 25 000 spectateurs dans le dos, on a le droit d'attendre que l'équipe joue plus haut, que l'équipe vienne presser. C'est une certaine forme, comme je l'ai écrit dans ma chronique, de suffisance. Peut-être aussi un manque d'humilité, de se dire on va arriver à gagner grâce à notre technique, grâce à notre force collective. Oui, ça peut éventuellement marcher en Ligue 1, mais en Ligue 2, il faut avoir aussi du cœur. Et puis, quelquefois, il faut aller chercher et gratter le résultat. Alors, les Mozarts du football nous diront qu'il y avait un penalty, nous diront aussi qu'il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Ce sont les aléas d'une rencontre. Quand on analyse le contenu, mais vraiment le contenu, que ça soit dans l'impact, que ça soit dans le changement de rythme, que ça soit dans l'intensité, que ça soit dans cette volonté de faire mal à l'adversaire, mais mal pour les faire courir, pour les faire douter, pour les user psychologiquement, eh bien, quand on utilise un rythme de sénateur, eh bien, on n'arrive pas à mettre en difficulté cette équipe de Grenoble qui nous avait déjà battus en match de préparation. Et derrière, le tableau d'affichage est révélateur. On perd alors qu'on clame partout qu'on va marcher sur cette Ligue 1, qu'on a bien bossé. Et là, je parle aussi du manque d'humilité, puisque plus que les autres, apparemment, ils ne bossent pas bien. Les autres clubs ne bossent pas bien. Il n'y a que Saint-Etienne qui bosse bien. Et derrière, toute cette dynamique qui se crée sans vouloir aller chercher le résultat, eh bien, fait qu'on reste encore une fois sur notre faim. Et on a le droit d'être critique. La critique est aussi positive, mais dans le contenu, qu'est-ce que c'était fade. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé ça aussi très très fade, très brouillon sur beaucoup d'aspects. On en parlera tout à l'heure un peu plus tactiquement, ce qu'on en a pensé. Elias, toi, très brièvement de ce match, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu en as retenu ? Alors je vais essayer d'être bref. J'étais au match samedi et j'ai revu le match là tout à l'heure, il y a 2 heures à peu près. Et en fait, la rencontre, elle peut être divisée en deux, mais en deux parties inégales, c'est-à-dire qu'il y a 60-70 minutes qui sont vraiment très très inquiétantes, même si c'est qu'un premier match, parce que du point de vue tactique et technique, il y a beaucoup trop de manques. Pour ce que c'est vraiment la deuxième saison de Batles, quoi. Et puis, tu as 20 dernières minutes, et c'est ce qui me chagrine un peu en plus, c'est que tu as 20 dernières minutes assez potables, voire bonnes, et c'est là où on encaisse le but, alors qu'on aurait dû être puni bien avant, je trouve. Donc, ouais, c'est inquiétant quand même si c'est qu'un premier match et que la saison elle est encore longue. Comme on dit, un championnat, c'est un marathon, mais produire des prestations comme ça, c'est pas digne d'un club qui joue la montée.
Ouais, c'est clair. Karl, le chat, je vois que ils sont déchaînés sur ce débrief de match. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, il y en a qui éprouvent des regrets, et puis il y a ceux qui ont déjà des cibles. Enfin, Batles en prend un peu pour son grade. Le cas Batles, personne n'en parle. On va lui laisser combien de temps? Interroge Jo42. Céline qui nous dit qu'il y a eu une équipe trop défensive pour un match à domicile. Suffisance, pas sûr, mais des insuffisances techniques et physiques criantes pour Albert. La compo donnait pas d'élan. Au milieu, on met du physique, mais pas de dynamisme pour Clem34. Et Jérémy Magique, qui avec un peu de sarcasme nous dit: on apprend de nos erreurs chez les Verts, comme le coach par exemple. Saison dernière, pas des joueurs pour jouer à 5 en début de saison, il a changé tardivement le dispositif. Et bien cette saison, il n'a pas fait cette erreur. Ah bah non en fait. Les joueurs pas au niveau tout simplement. Quand tu commences avec 6 joueurs défensifs à domicile, t'envoies le message que t'as peur pour Jeff. Pas de quoi s'inquiéter, on a un ingénieur à Saint-Étienne pour le recrutement. C'est de Ju43 qui nous dit ça. Et en tout cas, si pour finir sur une note positive, Albert qui nous dit, évidemment, avec son optimisme légendaire, qui nous dit que les rentrées de Bouchouari et de Cissé ont été encourageantes. Ok. Merci Karl. Les gars, je vais vous redonner la main. Sur ce 11 de départ que j'ai affiché à l'écran, pour ceux qui ne l'avaient pas encore en tête dans le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 11 ? Est-ce que vous avez quelques satisfactions quand même à titre individuel, ou quelques, je doute ça, vous en avoir quelques-unes, quelques déceptions, Patrick ? Non, moi, la déception, la satisfaction, c'est le public. Bon, Ouais. voilà. Maintenant, sur l'équipe, la déception, elle est collective par rapport à ce manque d'allant. Alors, j'entends bien l'épidémie de gastro, j'entends bien que il faut attendre quelques matchs. J'ai pas encore entendu qu'il va falloir faire le bilan après 10 matchs, parce que ça revient aussi régulièrement, généralement dans les débuts de saison. Moi, je sais que, pardon, de me gratter le nombril et de parler un tout petit peu de moi, que j'ai fait 3 montées de D2 en D1, et que par définition, il vaut mieux faire la course en tête pour se garder quelques jokers. Là, il y a déjà un premier joker qui a été brûlé. Alors, bien sûr, il y a 37 joueurs. Bien sûr, il y a 37 journées encore derrière. Bien sûr, il ne faut pas paniquer. Bien sûr, parce que ça va venir, ça aussi. Je vous le dis déjà maintenant. Quand on sera 3e, 4e ou 5e, on nous dira qu'on est très proche de jouer la montée, qu'on est à 2 points. Puis quand on risque d'être 6e ou 7e, on dira que on est que la montée est à 3 points. Et on va gagner du temps. Et voilà. Il faut que cette équipe qui nous dit... Il y a quelque chose qui me chagrine vraiment. C'est qu'on nous dit qu'il faut surfer sur les 6 mois qu'on vient de faire excellent. Et que sur le premier match, on te dit finalement ça marche pas, il va falloir encore patienter pour trouver le travail des associations, des binômes, et qu'il va falloir trouver un meilleur équilibre. Donc ça veut dire quoi? Les 6 mois, ils comptent ou ils comptent plus? La période de préparation où tout le monde louait l'état d'esprit, elle compte ou elle compte plus? Et donc on va à chaque fois jeter la pièce en l'air chaque week-end, et on ne saura pas pour jouer la montée, il faut une assise, il faut une épine dorsale qui te permette de changer 1, 2 éléments ou 3 éléments pour ensuite avoir des certitudes. Alors on n'en a pas surtout dans le jeu, mais avoir d'être convaincu par ce qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, penser que le projet de jeu, à toi, à moi, un jeu d'ultra-possession, je te passe la balle à droite, je la fais circuler à gauche, j'attends l'exploit individuel, les joueurs, les équipes qui seront en face sont une équipe avec un cœur énorme. Et si tu n'es pas à ce niveau-là, au niveau de l'intensité, ça jettera la pièce. Tu auras comme l'année dernière Cafaro qui mettra un but dans la lucarne de 35 mètres. Tu n'auras plus Jean-Philippe Trasso qui te dribblera 3 joueurs et qui créera le décalage. Tu n'auras plus Nkunku qui devra centrer, qui marquera au premier poteau en pleine lucarne. Il va falloir beaucoup plus dans le contenu qu'on te dise, voilà, on a pour 60-70 minutes, on sait ce qu'on veut faire. Et là, je suis désolé, c'est la première journée, je ne sais absolument pas où on veut aller. Ouais. Mais Patrick, si je peux me permettre, il y a, sur le match là qu'on a vu samedi, il n'y a même pas un jeu d'ultra-possession. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on ne sait pas où on va en fait. Sur toutes les occasions qu'on a, et j'ai pris des notes tout à l'heure vu que je revoyais le match, etc. Toutes les occasions, c'est des transitions sur des récupérations hautes. Et encore, les récupérations, c'est même pas un pressing collectif. C'est une individualité qui fait un pressing sur quelqu'un, qui va récupérer le ballon, et derrière, transition. Mais collectivement, en ultra-possession, c'est catastrophique. On a ressorti des ballons les 20 dernières minutes. On a réussi à ressortir des ballons, faire de bonnes sorties de balles.
Mais le reste, Ça, c'était éclatant. Hein. ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a vu sur certaines situations exactement le même match. Et pourquoi les 20 dernières minutes ça marche? C'est parce qu'il y a une récupération derrière et ça procure une occasion vers la 68e, je crois, ou 69e. Et derrière, il y a l'étincelle du public qui se dit avec le public, on va pouvoir aller chercher la victoire et triquer. Sauf que, pardon d'avoir foulé encore une fois cette pelouse, le public n'attend que ça. L'étincelle vient d'abord du terrain et ensuite l'adversaire il a la tête qui tourne de partout parce que les occasions elles viennent les unes après les autres. Et c'est ce qui est passé. Le penalty se déchoue sur une touche avec un 1-2 Charbonnier, Cafaro il rentre. Pour moi il n'y a pas penalty mais il est sifflé. On célèbre déjà la victoire avant que le penalty soit tiré. Et derrière il y a cette occasion, il y a ce but qui est refusé et ça crée cette dynamique là. C'est pour ça que à chaque fois, mais même l'année dernière, on reste toujours sur les 20 dernières minutes ou les 25 dernières minutes où on est mené 2-0, où on fait 2-2, où on est mené à 0, on gagne 2-1, où on gagne 3-1. Et on reste toujours sur ces 20 dernières minutes, mais déjà depuis la saison dernière. Hein, et donc on oublie tout les 60 ou 70 premières minutes. Non, quand tu joues et tu veux que ça soit une forteresse imprenable à Saint-Etienne, tu mets le rythme, tu asphyxies l'adversaire, tu le fais tourner la tête tout de suite. Mais de dire à chaque fois, on va y arriver par notre football, on va y arriver par ci, et on va se créer une occasion, bah oui, bah à un moment donné, les Grenoblois, ils vont se mettre derrière, mais comme tout le monde va se mettre derrière. Et là, on va jouer le jeu de transition qui est typique de la Ligue 2. Mais ouais, mais juste pour rebondir sur quelque chose, mais les 20 dernières minutes, pour moi, elles sont bonnes. Enfin, elles sont bonnes, c'est très fort ce que je dis quand même. Bonne, c'est un grand mot. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement, il intervient du fait que je trouve il y a un changement de tactique. Et en plus de la rentrée des deux jeunes, surtout de Bouchoirie, qui nous aident vachement à ressortir les ballons qui absorbent la pression par rapport à Fomba et Monconduit, qui, dès qu'il y a un peu de pression sur eux, paniquent et font des passes négatives, c'est-à-dire des passes vers l'arrière tout le temps. Là, il y a eu de 1, des meilleures ressorties de balles et de 2, un bloc équipe, quoi. Ce qu'on n'a pas du tout vu sur les 70 premières minutes. C'est-à-dire que la ligne des 3 défenseurs, elle a défendu dans le camp adverse sur les 20 dernières minutes. Alors qu'avant, ils ont fait que reculer et il y a des espaces. Et dès qu'il y a des espaces, eh ben, on prend la foudre. Qui attaque l'espace balle au pied pour créer ensuite un décalage? Moi, j'en ai vu 2. C'est les deux jeunes qui sont rentrés, c'est Bouchoirie et voilà. Cissé. Et le reste, il n'y en a aucun. Fomba, il a essayé, mais c'est trop peu. Et Monconduit ne le fait jamais. Et puis même, il y avait un manque de mouvement, un manque même de courage. On faisait des passes entre les défenseurs centraux, puis on remettait à l'arseneur et puis long ballon devant. Mais c'est même pas un jeu d'ultra possession. Enfin là, ouais, je sais même pas du tout où on est allé tactiquement. Dans l'animation, les animations, c'était pas du tout cohérent. Le pressing, j'en parle même pas, c'est une catastrophe depuis 1 an. Chacun presse de son côté. Il y a des espaces de partout. Et après, on se dit, ah ouais, mais on prend des vagues. La défense, elle peut rien faire. Bah oui, mais si on était un bloc équipe, ça arrangerait les choses, quoi. Pourquoi je parlais de suffisance ou de manque d'humilité? C'est que comme maintenant, tu as le statut d'ultra favori pour monter en Ligue 1, d'accord? Eh bien, chaque week-end, tu joueras un match de Coupe de France. Chaque week-end, que ça soit, alors surtout à l'extérieur, ça sera la fête au village. Et chaque équipe voudra battre absolument l'AS Saint-Etienne. Donc, si mentalement et psychologiquement, tu n'es pas au niveau, ben, c'est juste la première contre-performance annoncée de plusieurs qui vont suivre derrière. Ouais, clairement. Mais même Grenoble, je les ai pas trouvés. Enfin, j'ai pas trouvé qu'ils venaient avec un bloc bas, contrairement à d'autres équipes de Ligue 2 qui vont le faire sûrement. Mais sur les 70 premières minutes, ils faisaient du 5 contre 5, c'est-à-dire qu'on relançait avec les 3 de derrière et plus un double pivot, bon conduit fond bas, et eux venaient nous chercher à 5 aussi. Et après, devant, vu qu'il n'y avait pas de mouvement, bah, on allongeait, et puis derrière, ils récupéraient les ballons, et ils ont pu dérouler leur jeu. Franchement, ils ont trouvé Touré, Sylvestre, ils ressortaient bien les ballons, et ouais, à la mi-temps, s'il y a 2-0, comme l'a dit Patrick, c'est pas du tout immérité pour Grenoble. C'est clair. Et puis l'interview d'après-match du buteur Bamba est aussi assez significative en disant on sait que face à Saint-Etienne il faut tenir et qu'à un moment donné face à l'équipe de Saint-Etienne on sait très bien qu'on aura des occasions dans le jeu de transition. C'est-à-dire que tu fais même pas peur. Non, t'as juste à faire le dos rond et attendre, quoi. Et t'attends l'erreur. Tu sais qu'elle va arriver, l'erreur, donc t'attends. Non, mais c'est clair. Et est-ce que le but, hein, c'est Lobry qui est monté aux avant-postes
très très haut et qui se fait contrer. Après, j'en veux pas trop à Lobry parce Non, que j'en veux pas à lui parce qu'il s'est bougé sur la rentrée. Mais... Ouais, c'est ça, parce que j'ai revu le but sur le centre de Cissé, le mauvais centre de Cissé, mais bon, c'est un jeu, on peut pardonner, mais il est dans la surface adverse et c'est lui qui revient sur Bamba. C'est ça. Exactement. Enfin, c'est pas normal qu'il y ait autant de joueurs qui soient éliminés sur une simple relance de mots bleus, quoi. Voilà. Ou alors, ça laisse la défense monte. Mais c'est impressionnant, c'est sur toutes les transitions grenobloises, en 3 passes, ils éliminaient les 2 tiers du bloc stéphanois, quoi. C'est impressionnant. C'est facile d'accuser Lobry, alors même s'il fait une superbe course de replacement, parce que on le voit à la conclusion dans la surface, et on a l'impression qu'il est mal placé, mais il vient de se taper un aller-retour et surtout une course de replacement de 70 mètres, d'accord, mais derrière, le jeu est à l'opposé, et il sort tranquillement pour pouvoir centrer, le ballon passe entre les jambes, et derrière, il n'y a aucune couverture. Ouais. Donc après, de dire que c'est Lobry parce qu'il est dans la surface et qu'il est face à Bamba, mais il vient de faire une course, et à un moment donné, au milieu de terrain, et même dans la défense à 3, ou même dans le rôle de piston, on ne sait plus à la fin. Je suis même plus... le but, il vient au départ côté droit de la défense. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Cafaro qui se replace en marchant, etc. Voilà. Donc on voit la même chose. Ouais, c'est ça. On est tout à fait d'accord, les gars, là-dessus. Et je pense, de ce que je vois, le chat a l'air d'accord. On va donner la parole à Karl. Mais une dernière question que je vais vous poser avant qu'on passe à autre chose. Je l'ai vu, Karl, le message que tu avais épinglé dans le chat. Il y a un auditeur qui nous disait qu'il a l'impression de voir le début de saison début de saison dernière. Toujours les mêmes carences, toujours les mêmes pièges. Tu as un peu amorcé le sujet tout à l'heure, Patrick. Est-ce que tu veux approfondir un peu là-dessus ? Non, déjà, tu as 3 points de plus que l'année dernière à la même époque. Oui. Donc ça... Non, mais je dis ça avec un brin d'ironie, mais ça existe quand même. C'est-à-dire que tu n'es pas décroché tout de suite, même si quand tu gagnes. Mais par contre, toi, ce qui me dérange, c'est que tu vas déjà te déplacer à Rodez et tu vas te dire, ouh là là, mais alors, est-ce qu'on va gagner à Rodez ? L'année dernière, en 3 matchs, on ne les a pas battus. Et si jamais on perd à Rodez, on est vraiment dans la mouise. Et heureusement que tu as un calendrier, a priori, hyper facile les 5-6 premières journées. Ce qui permettra de rebondir assez rapidement. Mais aujourd'hui, c'est le décalage qu'il y a entre le fait qu'on nous dise on est prêt dès le début de saison, parce que c'est ce qu'on nous a dit, on est d'accord. Si on voit les conférences d'avant-match, on ne nous a pas dit on n'est pas prêt comme l'année dernière, on n'est pas d'équipe. Il y a quand même Briançon, le capitaine de l'équipe, qui a dit on est une vraie équipe, on est un vrai collectif, on est machin truc. Tu as comment s'appelle, Jean-François Toucas qui dit on a super bien bossé. Tu as le coach dans la conférence d'avant-match qui te dit on est plus en avance que la saison dernière. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un vrai décalage. C'est ce qui nous rend impatients et c'est ce qui nous rend interrogatifs. Moi, je pense que par rapport à la saison dernière, il y a normalement une meilleure assise, mais on s'aperçoit que le départ de Crasso, même s'il ne faudra pas en parler tout le temps, mais le départ Crasso laisse un vide énorme parce qu'il était capable, lui, grâce à son talent individuel, de décanter des situations. Aujourd'hui, pour le moment, que ça soit collectivement ou individuellement, on n'a pas le joueur qui est capable de faire la différence. Et c'est là, et défensivement, tu es toujours fébrile, donc c'est là où tu te dis, mais on va aller où, quoi. Elias, tu voulais rebondir ? Ouais, je voulais juste dire quelque chose. Après, leur discours, je le trouve quand même lunaire hein. Parce que quand tu sais que dans les meilleurs temps de jeu de préparation, tu as Antoine Gauthier, milieu de formation, 19 ans, qui n'a pas joué ou qui a fait une apparition en Ligue 2 l'année dernière, qui a joué piston gauche pendant la préparation et c'est le 2e temps de jeu, comment tu peux dire que tu es prêt ? Ni au niveau de l'effectif, ni au niveau du rythme, on était prêt. Enfin, je sais pas, il y a des discours qui me dérangent quand même. Mais c'est pareil. On met ça sur l'épidémie de gastro. Il y en a eu, hein. Moi quand j'ai joué au foot, il y en a eu des épidémies de gastro. Mais ça n'empêche pas l'équipe de gastro que ceux qui remplacent ceux qui sont absents, d'avoir un peu plus de peps et un peu plus de motivation que ce qu'on a vu pendant 45 premières minutes. Ça allait un peu mieux. Il y a eu quelques changements, ou des intentions entre la 46e et la 60e avant les 20 dernières minutes qui sont emballées. Mais tu avais l'impression que les joueurs ils s'étaient pas entraînés de cette façon durant la semaine, qu'ils ne savaient pas qui c'est qui allait débuter, qu'ils ne savaient pas qui allait être le 11, et donc du coup, ne savaient pas quelle était la position du bloc. C'est ça qui laisse très interrogatif.
Ouais. Karl, le chat est plutôt d'accord avec l'analyse du match de nos chers camarades. Oui, non, mais le chat est globalement d'accord. Enfin, tout se rejoint finalement. Et en fait, en fond, la critique, elle est plutôt adressée à Batless et à son système. C'est Alexis qui nous dit quid du système de Batless. Il va s'entêter combien de temps dans son système déséquilibré et avec un effectif pas adapté, pas de piston entre parenthèses. Fear Stibbs qui nous dit qui pense jouer la montée avec Chambaud en 10. 5 pour Fomba, c'est vraiment bien payé. Fomba n'a pas la tête pour rester. Bon, après, évidemment, il y a toujours les optimistes et ceux qui veulent retenir le positif, qui pointent les entrées, comme vous l'avez fait, Elias et Patrick, de Bouchouari et de Cissé, qui ont beaucoup apporté, ainsi que Lobry également. Mais donc, dans les tops, il y a Bouchouari, Cissé, Larsonneur et Batou Binsika pour sa première. Et Robobic qui nous dit ça devient insupportable ce système à 3 derrière. Oui, quand tu as d'excellents défenseurs et des pistons, mais là, c'est trop ambitieux par rapport à nos moyens. Il faut que Batless arrête de s'obstiner. Clairement, pour moi, le système A3 nécessite le recrutement de 2 pistons et pas qu'un seul. Milieu de terrain très faible. Fomba, j'adhère pas du tout. Chambaud, il faut arrêter. Joueur trop moyen physiquement et techniquement. Où sont Bouchouari, Moefek et Lobry pose la question de Patrice. Et enfin, parce que je vais finir par quoi Flop, Chambaud fantomatique, Apia piston gauche, donc Esto fautif sur le but. Voilà, c'est un peu un mélange de toutes les réactions. Après, encore une fois, l'organisation, le système de jeu, ça demande de la possession, ça demande d'avoir des jeux dans les pistons, des pistons qui sont très hauts dans les couloirs. Tout ça, ça peut fonctionner si tu mènes très rapidement au score. Si tu mènes très rapidement au score et ensuite alors ça va pas toujours être le cas, mais que l'adversaire se découvre un peu, tu peux, grâce à Wadji, profiter d'un jeu dans l'intervalle, tu peux profiter toi aussi d'un jeu de transition, et tu peux mieux gérer, et comme tu l'as été numérique comme milieu de terrain, quand tu mènes au score, mieux faire tourner la chic, en étant plus percutant sur certaines situations, parce que l'adversaire se découvre. Mais pour ça, il faut absolument ouvrir le score très rapidement. Après, juste pour rebondir sur le très système... Très rapidement, Elias, parce qu'après on passe sur le mercato. Allez, très vite. Moi, je veux bien qu'on change de système, mais on n'a pas non plus derrière gauche de métier. Les latéraux, c'est pas les latéraux les plus offensifs. On n'a pas d'ailier de métier de percussion. Donc, l'effectif, en fait, il est très limité, que ce soit à 3 ou à 4 derrière, quoi. Donc, en gros, tu es en train de nous dire qu'après la première journée, on n'a pas de plan B. Bah, clairement, j'en vois pas. De toute façon, je vais aller très vite parce qu'il y a le mercato, mais l'année dernière, les 6 derniers mois, on a joué à 3 derrière et on a gagné. Donc, Patless, je vois pas pourquoi il changerait. De toute façon, c'est son système de jeu préférentiel. Et voilà, et même au niveau de l'effectif, je vois pas où on peut changer, quoi. Eh bien, on va en trouver des solutions, on va changer des choses, puisque Clem nous a rejoint, Clem de Peuple Vert, la petite pépite du site stéphanois. Clem, tu nous as concocté un petit dossier mercato où tu as quelques noms à nous citer et quelques informations à nous révéler. Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, on va parler un peu du mercato, on va commencer par les départs, puisqu'il y a eu des nouvelles intéressantes aujourd'hui. Puis on fera aussi un petit point sur les potentiels recrues après. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et bah, c'est parti, donc on va commencer déjà avec Seydou Sow, vu que c'est la nouvelle la plus récente. Comme vous avez pu le lire sur Peuple Vert dans l'après-midi, il va s'engager avec Strasbourg. Il y avait Strasbourg et Reims qui étaient sur le dossier. Strasbourg était rentré en discussion avec la SSE depuis quelques jours et ça s'est bouclé hier soir, selon nos informations. Il a pris l'avion direction Strasbourg, là il est arrivé vers 18h il me semble, et donc il a passé sa visite médicale et si elle s'est bien passée, il va signer un contrat avec Strasbourg. Le montant du transfert, selon l'équipe, entre 3 et 4 millions d'euros. Donc voilà, ce serait bouclé pour le départ de Seydou Sow. Il y en a un de vous que ça fait réagir, le départ de Sow, messieurs 3-4 millions d'euros. Pas sûr que Laurent Batless comptait sur lui, en tout cas dans les 3 de derrière. Donc en espérant que pour Sow, s'il signe à Strasbourg, ils connaissent le même parcours et la même progression que des défenseurs centraux qui sont passés par le centre de formation de la SS et qui ont aujourd'hui vraiment les portes de l'équipe de France à leurs pieds. Il a le niveau international, il a déjà démontré sous une autre sélection. On va suivre ça avec intérêt. Voilà, Strasbourg attendait plutôt un défenseur central confirmé. Ils prennent un joueur qui est en marge de progression. Voilà, je pense que toutes les parties vont s'y retrouver. Strasbourg est convaincu de faire un bon coup.
Saint-Etienne le lâchera pour une somme d'argent qui sera réinvestie dans un nouveau joueur. Pau trouvera un club parce qu'il veut jouer en Ligue 1. Et Laurent Batles, qui ne voulait pas le titulariser, se retrouve allégé d'un joueur dans son effectif. On va suivre ça avec attention. Que Sceaux parte, c'est l'évolution normale d'un joueur formé au club, mais c'est surtout de savoir comment l'argent va être investi. Ouais, on verra si on a un sentiment de gâchis ou pas d'ici quelques mois ou années. Clem, tu voulais nous parler de Mouefek aussi, je crois. C'est ça, ouais, Mouefek. Alors, on en a parlé hier soir du dossier Mouefek. C'était quelque chose qui n'avait pas trop été évoqué avant. Mais en fait, comme Perrin en avait parlé en conférence de presse, il y a eu une offre de prolongation qui lui a été faite. Le club veut le prolonger. Cependant, ils sont conscients qu'il y a des problèmes physiques un peu à répétition avec lui. Donc, l'offre est un peu, entre guillemets, basse. On serait sur des chiffres moins de 20 000 € brut mensuels. Donc, alors, à l'échelle de la Ligue 2, c'est plutôt élevé. Mais à l'échelle de Saint-Etienne, quand on sait qu'il y a des joueurs, notamment les recrues arrivés depuis un an, qui touchent des 30 000, 40 000 €, on peut se dire qu'un Mouefek à moins de 20 000 €, c'est pas forcément logique. Mais après, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, il y a une offre qui lui a été faite et qui lui convient pas. C'est nos informations d'hier soir. Il n'est pas du tout emballé par l'offre, même si son idée première, c'est de prolonger à Saint-Étienne. Donc le dossier de la prolongation actuellement est en stand-by. Et on rappelle que c'est un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat. Et donc, forcément, s'il venait à refuser l'offre de prolongation, il y a peut-être une porte de sortie en transfert qui pourrait être envisagée. Donc voilà, en tout cas, c'est un dossier bien épineux. Et pour l'instant, la prolongation est en stand-by. Donc, et je précise parce que ça a été mal relayé. On parle de moins de 20 000 € par mois pour la proposition et pas 20 000 €. Et il n'y a pas eu une altercation avec Batles par rapport au positionnement qu'il a eu pendant les matchs amicaux. Jouer défenseur central, j'imagine que c'est pas ce qui le fait rêver, mais il n'est pas allé s'en plaindre. C'était par rapport à une consigne tactique où Mouefek avait répondu avec un peu de véhémence, mais c'était pas du tout qu'il s'est plaint de son poste pendant un match amical comme ça a été relayé. Donc voilà, en tout cas un dossier bien épineux et qui pour l'instant est en stand-by. Elias, tu en fais quoi de Mouefek, malgré les pépins physiques, tu y vas? Après, il y a des clubs qui arrivent à négocier des salaires par rapport aux performances et au nombre de matchs joués. Ça pourrait être une idée. Je comprends le club qui n'a pas trop envie de lui proposer un gros salaire, même si c'est un enfant du club et que, vu ses performances quand il est sur le terrain, il est assez indispensable, je trouve. Mais il n'y a pas de garantie qu'il joue 38 matchs cette saison, 37 maintenant. Donc voilà, après je comprends aussi Mouefek qui se dit il y a d'autres mecs qui touchent plus et qui sont peut-être pas aussi performants que moi. Donc pourquoi? Après, moi ce qui me dérange, c'est la proposition de contrat qui date de cet été. On sait tous que Mouefek il allait être en fin de contrat en juin 2024. Les discussions elles auraient pu avoir lieu avant et pouvoir anticiper dès cet été. Tu prolonges pas, on te vend, on va te chercher un club, au lieu d'attendre la fin du mercato pour pouvoir essayer de le sortir. Et si on n'arrive pas à le sortir, on fait quoi? Et qu'il ne prolonge pas? On perd encore un joueur libre? C'est toute une question encore d'anticipation qui n'est pas le mot préféré, le plus entendu à l'étra, je crois. Non, c'est clair. Clem, tu as d'autres informations sur les départs en pêle-mêle? Sur les départs, alors je vais faire rapide, mais je pense que tout le monde est déjà au courant. Mais voilà, il y a par exemple Bouchoirie qui a quelques intérêts avec notamment 2 clubs du Ligue 1 et aussi des écuries à l'étranger, qui n'est pas fermé à l'idée d'un départ. Il y a Nkunku qui espère toujours absolument rejoindre Francfort, même si la deuxième offre, les deux offres ont été refusées. Il y a Michael Nadé qui plaît en Belgique, mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Et la SSE espère en tirer une indemnité de transfert. Donc forcément, ça traîne un peu. Il y a des jeunes joueurs qui pourraient partir en prêt aussi. Il y a Mathis Saban qui n'a pas fait la préparation avec les pros. Louis Mouton qui subit la concurrence assez rude au milieu de terrain. Et encore Maxence Rivera qui a été présent dans le groupe, mais pas sur la feuille de match contre Grenoble, et qui, lui, s'il voit que son temps de jeu n'est pas conséquent, va chercher une porte de sortie, soit en prêt, soit en transfert. Il est 1 an de la fin de son contrat, donc par contre, si on veut le prêter, il faudra le prolonger. Voilà, donc encore quelques départs qui sont possibles. Ok. Patrick, est-ce que dans ces départs-là, il y a des gars que tu voudrais quand même voir à l'œuvre avant de partir? Alors, Mouefek, c'est un joueur au milieu de terrain qui apporte de l'impact, qui apporte un certain élan, qui est certes peut-être moins doué techniquement que le milieu de terrain qui sont autour de lui. Et encore, on peut en discuter.
mais qui apporte forcément quelque chose au niveau de son enthousiasme. Qu'il ait l'amour du club, c'est une certitude. Qu'il ait envie de voir Saint-Etienne en Ligue 1 et qui donne tout sur le terrain quand il est, c'est une certitude aussi. Que ça soit un joueur qui peut plus retenir que pousser, c'est une certitude aujourd'hui aussi au milieu de terrain. Tu as quand même quelques joueurs aussi au milieu de terrain depuis quelques mois qu'il faut plutôt pousser que retenir parce qu'il peut déséquilibrer, parce qu'il a tellement d'enthousiasme, voilà, qu'il apporte l'impact. Alors j'ai toujours du mal avec la phrase c'est un enfant ou c'est un jeune formé au club, et donc il faut que, en gros, c'est ce qui s'est écrit en filigrane, ou c'est ce qu'il pensait en filigrane, comme il est formé au club, il faut qu'il soit satisfait de ce qu'on lui propose, parce que quand il était au centre de formation, il était bien content d'avoir un compte à pro. Quand il gagnait 7 000 euros ou 7 500 euros par mois, il était bien content de les avoir parce qu'il est formé au club. Et aujourd'hui, on va lui imposer ce qu'il gagne. Et effectivement, quand autour de lui, il lève la tête et qu'il voit qu'il y a des salaires qui sont quand même plus que mirobolants pour de la Ligue 2 et pour jouer la 18e place, ou maintenant l'année dernière, ou la 8e place à la fin de la saison, ou 9e, il a le droit aussi, lui, de dire, mais attends, il y a une certaine forme d'injustice, moi je donne tout pour mon club, je suis l'enfant du club, et qu'à un moment donné, j'aspire pas à gagner 80 000 euros par mois ou 60 000, mais si autour de moi on gagne 40 ou 45, je peux aussi en demander 35. C'est ça la loi du milieu. Alors c'est énorme, parce que gagner 35 000 euros dans les circonstances actuelles, c'est très très conséquent, mais c'est le milieu du football et c'est le marché du football qui veut ça. Donc qu'ils ne veuillent pas prolonger et que ça soit encore une fois un poker menteur, je vais signer, je ne vais pas signer, je vais attendre, comme avec Crasso, finalement je vais prolonger, mais je vais attendre le mois de janvier, et puis après je suis libre et je pars quand je veux. Et ben c'est ce qui peut en est, et c'est ce qu'Elias a dit, je crois que c'est Elias qui l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, Bouchoirie, c'est un joueur qui peut être intéressant pour de la percussion, balle au pied, ressortir. Est-ce qu'il a toujours eu la saison dernière le comportement pour un club comme Saint-Etienne? Moi j'ai des doutes. Voilà, je le dis clairement, comme je l'écris toujours clairement. Il faut qu'à un moment donné, ils comprennent que le foot, c'est un sport collectif. Qu'il ait des qualités intrinsèques, qu'il ait des qualités individuelles, c'est une certitude. Je ne remets pas en question ses qualités footballistiques. Par contre, il a le droit aussi de se mettre au cœur du jeu et courir aussi pour les copains quand il y a une perte de balle, et pas de lever les mains au ciel. Ensuite, So, on en a parlé. Nkunku, voilà, je pense que c'est juste une question d'indemnité. C'est du poker menteur, je veux le garder parce qu'il fait incontestablement partir du projet. Il y a un autre message qui est important. C'est-à-dire qu'on a vu la sortie médiatique de Nkunku. Et à un moment donné, le deal qui lui a été proposé ne correspond pas à l'évolution de la suite. C'est-à-dire qu'on a fait l'option d'achat, on a levé l'option d'achat, finalement on le garde. Oui, mais on le garde pour faire une affaire financière, mais derrière finalement on veut le garder, c'est juste pour faire augmenter l'ennemi de transfert. Sauf que le message qui est passé, c'est que si on ment à Nkunku, ou en tout cas c'est ce qui transpire, si les clauses ou quand il avait signé ne sont pas respectées, comme une traînée de poudre dans le vestiaire, ça va se savoir. Ça veut dire que potentiellement, dans le rapport de confiance entre les dirigeants et les joueurs, tous les joueurs qui vont dealer avec les dirigeants se disent mais on est les prochains Nkunku. C'est-à-dire que si on ne respecte pas la parole qu'on nous a donnée, pourquoi les joueurs respecteraient à un moment donné aussi ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont dit? C'est là, c'est très très ambigu, et il va falloir... Là, c'est un terrain miné. Pour sortir de ce terrain miné avec Nkunku, il va falloir que tout le monde ait l'impression de sortir par le haut. Ouais, c'est ça. Ça ne laisse pas une bonne image du club sur le. Ah non, non, mais c'est dans le vestiaire. Moi, je vous parle de ce que je connais. Dans le vestiaire, à un moment donné, ça papote. Et si à un moment donné, il y a un joueur qui est en prolongation de contrat, où il a une clause où il se dit, bah tiens, si tu vas sortir, on te promet que tu vas sortir et que ça ne sort pas, et que derrière, il s'assoit dessus, mais les joueurs, à un moment donné, ils ont plus de confiance avec les dirigeants. Hein. Ouais. Clem, je te laisse enchaîner avec les arrivées, parce que mine de rien, on a parlé de beaucoup de départs, il va falloir compenser. Je te laisse nous annoncer toutes tes petites arrivées et on réagira après. Là, c'est bien ça le problème, c'est que ça bouge sur les départs, mais pour l'instant, on n'entend pas grand-chose sur les arrivées. Pourtant, le club, contrairement à ce qu'a dit Jean-François Soucas, comme quoi le mercato était bouclé à 90%, pour l'instant, on ne se dirige pas trop sur ça, parce que notamment le coach Batles espère bien plus de renforts que ça.
Lui, il aimerait 2 pistons et un milieu au minimum. Alors 2 pistons, c'est si Nielsen Kounkou est amené à rejoindre Francfort. Au niveau des pistons, il y a la piste Antoine Léotet qui est connue de tous. Le problème, c'est que Amiens bloque le joueur parce que ils ont plus tellement besoin de vendre. Ils ont vendu déjà Formose Mendy en Ligue 1. Ils ont vendu un jeune attaquant qu'ils avaient en Belgique. Donc les liquidités sont déjà rentrées et on se retrouve en août avec un joueur qui plaît au coach. Et en fait, Amiens ne veut pas s'en séparer. Donc la SSE s'y est pris un peu trop tard sûrement. Et on se retrouve avec un dossier qui semble pas prêt d'aboutir. Et un autre joueur pour le poste de piston, c'est Kevin Vandenkerkhoff de Bastia. L'info a été révélée par la mise au vert. Alors c'est beaucoup moins concret que Léotet, avec qui il y a eu des vraies discussions et le joueur était très très emballé pour venir, etc. Mais c'est Vandenkerkhoff, une vraie idée de la cellule de recrutement qui plaît au board stéphanois. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète. Ok. Van de Kerkhoff, tu n'as pas besoin de travailler dans des cellules de recrutement pour dire qu'il te plaît. Il suffit juste de regarder les matchs de Bastia et de voir ce qu'il apporte comme impact. Clairement. C'est pas les pistes qui sortent de l'outil informatique de Loïc Perrin. Il faut pas être un génie pour... le fameux outil informatique de Loïc Perrin, dont on a entendu 40 championnats observés. Ouais, 40 championnats. Il est supervisé par des grands clubs, Van de Kerkhoff, par rapport à son évolution, par rapport à son style de jeu, par rapport à une défense. Il est plus fort aussi dans une vraie défense à 3, donc lui dans le rôle de piston sur le côté droit. Voilà. Mais après, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que si tu veux vendre Nkunku à 7 millions d'euros, si tu vends So à 4 millions d'euros, si tu vends, j'en sais rien, Mouefek ou peu importe, à 1 million d'euros, les gens, les clubs, les dirigeants en face, ils se disent tiens, Saint-Etienne, ils ont quand même 12 millions d'euros dans la caisse. Bah ouais. Donc si on négocie pour vendre des Kerkhoff ou n'importe quoi, et tu leur dis non, nous on n'a pas de sous, on n'a que 1,5 million dans les caisses, alors que derrière tu viens d'en prendre 12, ils savent tous compter. Hein. Donc c'est pour ça que ça traîne aussi. Van de Kerkhoff, pour moi, c'est une cible inatteignable. Enfin, avec le niveau de jeu qu'il a affiché à Bastia, et en plus, il faut rajouter qu'il est devenu international aussi. Donc, tu rajoutes quelques millions quand tu es international. Hein. Donc, pour moi, c'est hors d'atteinte, et j'ai l'impression qu'on n'a pas les pieds sur terre à Saint-Etienne. Enfin, faut viser des joueurs qu'on peut faire. Autant Léoté, je pense que c'était possible, et comme a dit Clem, le fait qu'Amiens ait pris des bonnes sommes sur ce mercato d'été, ça complique les choses. Mais Van de Kerkhoff, pour moi, ciblé par Lens, Bastien voulait 7 millions. À quel moment on va sortir 7 millions Par contre, on est très très loin des 7 millions maintenant. Bastia en demande beaucoup moins. Et aussi bien le joueur que Bastia. Le joueur veut partir et Bastia veut le vendre. Mais on est vraiment largement en dessous de 7 millions. Mais pour autant, ça reste un joueur qui est suivi en Ligue 1, oui. C'est ce que j'allais dire. Alors si Bastia descend de prix, il va avoir d'autres opportunités bien plus haut que Saint-Etienne, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, on est début août et il est toujours là. Et il s'impatiente de sa situation. C'est du domaine de l'utopie, j'ai l'impression, ce petit joueur. Mais en tout cas, pour Vandenkerkhoff, c'est pas une piste très chaude ou quoi que ce soit où il y a des discussions avancées. C'est une idée et c'est vraiment à un stade très peu avancé. Il n'y a pas d'offre ou quoi que ce soit. Contrairement à Léotet où là, ça a été un dossier très chaud, mais qui, comme je l'ai dit, a pris un sacré coup de frein. Et au niveau des autres pistes pour le poste de piston, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'anticipation assez inquiétant et qu'en fait, on n'a pas de dossier si avancé que ça actuellement. Ça voudrait dire que l'outil informatique n'est pas si performant que ça. Dommage d'observer qu'il y a un championnat. Ou alors, il faut prendre la cellule de recrutement de la SSE féminine, parce qu'eux, ils recrutent comme ils le souhaitent. Hein. Oui, il y a une recrue par jour en ce moment. Ah ouais, mais c'est impressionnant l'équipe féminine. Quand on suit le mercato tous les ans, il y a 15 départs, 15 arrivées. Il n'y a pas d'insider mercato chez les féminines pour l'instant, mais les mecs, ils auraient du beurre à se faire si ça devient rentable. Et ça regarde pas la langue parlée ou la nationalité. Hein. Ah non, ça recrute à tout va. Il y a pas de... On verra si ça match derrière. C'est assez impressionnant, ouais. Clem, est-ce que tu as d'autres pistes à nous évoquer ? Oui, alors c'est moins pour de l'immédiat parce que là c'est des postes où il faudra peut-être des départs, alors que le poste de piston gauche notamment c'est une priorité et on veut quelqu'un dès maintenant. Mais au milieu de terrain, si départ il y a, Batles aimerait bien un renfort, un profil expérimenté. À la Tardieu par exemple. Le problème pour Tardieu, c'est qu'il y a moyen qu'il prolonge et que les relations entre Soukas et son agent sont très tendues, mais un profil de ce type-là en tout cas. Il aimerait un milieu de terrain supplémentaire. Et on regarde aussi toujours des profils de mi-offensif. Il y a le nom de Brian Soumaré qui avait été évoqué.
on regarde toujours pour ce poste-là aussi. Mais ça, c'est moins concret et moins immédiat que le poste de piston gauche qui est une priorité, même s'il n'y a pas grand-chose d'avancé visiblement. On regarde un peu comme les touristes sur les Champs-Élysées, on sait qu'on n'a pas le budget, on sait qu'on n'achètera rien, mais on regarde quand même, ça fait joli. Sympa. Ouais, mais tu sais, quand tu dis ça, tu peux aussi, tu peux aussi aller à Clignancourt et t'aller acheter des trucs au puce, hein, tu vois. Oui, Parce que si tu as besoin d'une cellule de recrutement pour aller recruter Tardieu, sauf si je me trompe, Laurent Battès a déjà connu, tu vois, à un moment donné, c'est d'aller chercher un joueur qui crève l'écran en national, par exemple. On leur demande juste d'avoir des idées, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Voilà, on n'a pas le pétrole non plus. Hein. Non, ça c'est clair. Mais on est très très frileux sur ces profils-là. Il y avait Luis de Souza qui avait un peu proposé des noms aussi bien à l'étranger que dans des championnats national 2. Mais Loïc Perrin, c'est pas sa tasse de thé, ce genre de profil-là. Même si il nous vend son outil data, etc., c'est pas sa tasse de thé du tout. 40 championnats. Bon, messieurs, on doit parler du match de la semaine prochaine. Donc on va en parler. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Patrick, dans ton intro, on a déjà le sentiment que ce match va être essentiel, indispensable. Est-ce qu'on a déjà, j'aime pas trop ce mot, parce que tous les matchs doivent être abordés comme des victoires potentielles, mais est-ce que c'est déjà la victoire impérative pour toi, Patrick ? Non, mais c'est pas une victoire potentielle. C'est quand tu joues la montée, il faut quand même que tu aies un maximum de victoires et très rapidement avoir des possibilités de perdre un match ou de perdre 2 matchs et que tu ne sois pas décroché des 2 premières places. C'est clair. Donc aujourd'hui, à Rodez, il va falloir que tu crées l'exploit de battre Rodez à l'extérieur. Ouais, ça fait Parce mal. qu'aujourd'hui, c'est ça. Alors, on te prévient déjà que Rodez est hyper performant sur le jeu de transition, qui défendent superbement bien, qui sont très, très percutants sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, en 2 mots, à quoi s'attendre face à Rodez. Donc on ne peut pas dire non plus que ça soit un bastion, que ça soit une forteresse d'aller s'imposer devant un public, certes qui sera nombreux, mais à majorité, on l'avait vu dans les déplacements à Rodez l'année dernière, ils seront plus pour Saint-Étienne que pour Rodez, et qu'à un moment donné, tu es en droit d'attendre quand tu joues la montée, que tu t'imposes à l'extérieur à Rodez, quoi. Sinon, voilà, c'est pas, je comprends plus. Aujourd'hui, il faut avoir cette maturité nécessaire, cette force nécessaire pour dire, voilà, on va à Rodez, pas pour déclencher quelque chose et déclencher un cycle, mais pour se rassurer tout le monde. C'est un truc de fou d'avoir aujourd'hui déjà l'impression que c'est un match couperé parce qu'on va se déplacer à Rodez. Ouais. C'est Rodez qui est un peu notre bête noire de l'an dernier. L'ogre Rodez, qui pour son premier match, lui a fait un match nul à Ajaccio. Ce qui n'est pas un mauvais résultat pour eux, comptablement. Elias, toi, ce match à Rodez, victoire impérative, ça on l'a compris, mais tu l'aborderais avec des changements peut-être, tactiquement Ouais. Ah bah, pour moi, Bouchary doit rentrer dans l'équipe déjà, mais après, c'est des changements collectifs qu'il doit avoir, et c'est des changements qu'on parle depuis un an et qu'on n'a toujours pas vu. Donc c'est ce qui est un peu embêtant. Moi, j'aimerais bien qu'on voit un bloc équipe, aller chercher eux tous ensemble, mettre une pression tout de suite à Rodez pour, comme l'a dit Patrick, vite marquer et comme ça se mettre dans les meilleures conditions pour aborder les matchs. Et puis même si c'est la deuxième journée, je trouve que tout le monde sait qu'on joue la montée, tout le monde sait qu'on est un prétendant pour la montée, voire le favori. Il faut marquer le coup, quoi. Faut aller gagner, mais avec la manière, montrer aux adversaires que voilà, Saint-Étienne cette année, ce sera présent. Et pas réitérer la performance, surtout les 70 premières minutes contre Grenoble. 70 premières minutes cataclysmiques. Karl, le chat, je vois que commence à se réveiller sur ce match à Rodez. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour le chat, globalement, c'est victoire impérative et obligatoire à Rodez. Il y a Jules qui pose la question, on en est là, gagner à Rodez est un exploit, j'ai mal. Josh qui nous dit, oui, en perdant à domicile le premier match, tu te mets déjà dans l'obligation de gagner à Rodez. Évidemment, victoire obligatoire, victoire impérative. Vu le retard sur le mercato, un match nul sera un bon résultat. C'est fin de Saint-Étienne 42. Un terrain champêtre, donc piégeux, mais victoire impérative. Le prétexte de la gastro ne pourra pas fonctionner éternellement pour Albert.
le mois d'août reste des matchs de prépa, mais où le résultat compte, pas si simple que ça. Mais non. Mais c'est ça, pardon, c'est pas des matchs de préparation. Purée, tu peux pas dire on va attendre et d'un côté ça va déclencher après la trêve internationale du mois de septembre. Ça serait trop facile dans le foot, ça, comme ça. Tu peux pas dire c'est un terrain champêtre, tu peux pas dire c'est des matchs de préparation. Non, Saint-Étienne se doit absolument d'être prêt dès la première journée. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison. Hein. Enfin, je veux dire, les vrais matchs qui sont des matchs de préparation, eux servent à ça. Mais une fois que le championnat a démarré, tu peux pas te permettre de perdre des points en route sous prétexte que t'es pas prêt physiquement. Mais les questions du mercato, mais tout le monde est confronté à ça. Guingamp est confronté à ça. Auxerre est confronté à ça. Ceux qui vont jouer la montée sont confrontés à ça. Et bien sûr que Saint-Étienne est confronté à ça, ou que notre club est confronté à ça. Mais il faut arrêter absolument de s'en servir comme paravent quand il y a des contre-performances. Arrêtez à chaque fois de regarder le gars qui pointe la lune. Regardez la lune. Regardez pas le gars qui pointe. Ce sont que des alibis et des paravents. Ouais, mais c'est ça, Vincent, mais même je le vois dans le chat, Punk Chronique nous dit mais qui le fait en Europe, qui est au complet au 1er août? C'est vrai, mais même les clubs qui travaillent bien. Non, même les plus grands clubs, regarde, pas plus tard, quand j'ai dit les grands clubs, ils ont de la marge, et puis eux, comme on dit, leur pic de saison, ça va être la Ligue des Champions, etc. Mais nous, on n'est pas un grand club, on joue la Ligue 2. Ouais, mais peu importe le mercato, ils sont prêts, les gars, ils sont prêts. Ouais, c'est ça, et en plus... Saint-Étienne a des problèmes de riches. Regarde le budget de Rodez, regarde le budget de Concarneau, regarde le budget de Dunkerque, regarde le budget de Pau. Mais peut-être que ces clubs travaillent bien aussi, Patrick. C'est exactement ce que tu viens de dire sur les clubs qui ont de la marge et avec la Ligue des Champions. Nous, l'année dernière, on a pu au mercato hivernal mettre 8 millions d'euros, 10 millions d'euros pour se refaire une deuxième équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, tu dois être prêt par rapport à Concarneau, par rapport à Dunkerque. Ils joueront pas la montée, mais ils joueront leur survie. Et d'aller gagner à Dunkerque, on l'a vu mener 2-0, 2-2, d'aller gagner contre Concarneau, si tu n'es pas prêt mentalement à aborder ces rencontres en faisant mal à l'adversaire au niveau de l'impact aussi, eh ben, tu vas te faire bouffer, tu vas perdre comme à Laval l'année dernière. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'en Ligue 2, on n'a pas retenu la leçon. Tous les matchs sont un peu, vous savez, quand on était en Ligue 1, les matchs pièges qu'on avait en Coupe de France, on savait qu'on allait sur un terrain où la moindre preuve de suffisance ou la moindre erreur pouvait payer cher. Et c'est ça. Et c'est là où je dis qu'à un moment donné, c'est un manque d'humilité. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu penses que tu vas, grâce seulement à tes qualités techniques, rouler et marcher sur la Ligue 2. Ce n'est pas vrai. Si tu n'apporteras pas si tu n'accepteras pas le défi mental, le défi psychologique et le défi physique, eh bien, tu seras jamais à l'abri de contre-performance. Mais même techniquement, on n'est pas bien au-dessus de certains petits clubs de Ligue 2, hein, comme on dit. Donc, même sur la technique pure, je ne sais même pas si on arrivera à faire la différence. Hein. Non, juste une réflexion, peut-être que je me trompe. Techniquement, je pense qu'on est supérieur à beaucoup de clubs dans leur technique individuelle des joueurs. Mais dans le rendu collectif, dans la façon de progresser avec le ballon, de vouloir aussi aller vers le but beaucoup plus rapidement, effectivement, là, je te donne raison, il y a beaucoup d'équipes qui sont en avance sur la Saint-Étienne. Mais clairement, collectivement, je pense qu'on n'est pas dans les meilleurs, ça c'est sûr. Mais même individuellement parlant, je ne serais pas sûr que Saint-Étienne est top 5 individuellement en Ligue 2. Enfin, moi, il y a des joueurs, c'est pas... Même pour de la Ligue 2, c'est pas si terrible que ça. Hein. Non, et je trouve qu'on manque d'exigence là-dedans aussi, un peu, à Saint-Étienne. Messieurs, on arrive au bout de l'émission. Il nous reste un tout petit peu de temps pour faire... Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez déjà vu la première manche de ce nouveau feuilleton qu'on fait cette année. Toute l'année, tous les revenus que le Saint-Étienne Club générera via les publicités, via les abonnements sur la chaîne Twitch, les rediffs YouTube, etc., tous les revenus seront à la fin reversés à une association choisie par l'un des chroniqueurs. Et pour se départager, nous avons mis en place une sorte de petit quiz où chacun essaiera de glaner des points pour son association, et à la fin de l'année, nous ferons la donation du total à l'association du chroniqueur qui aura remporté le plus de points. Messieurs, je vais juste vous demander brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre association pour laquelle vous jouez, Elias? Moi, je joue pour la SPA. En plus, c'est une cause hyper importante tout le temps, mais encore plus l'été, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils partent en vacances,
abandonnent leurs animaux. Et donc voilà, je me suis dit que la SPA, ce serait cool de les représenter. Patrick, est-ce que tu sais pour quelle association tu joues? Non, moi j'attends encore la fin du mercato et en fonction du mercato, je dirais pour quelle association je joue. Peut-être l'association sportive de Saint-Etienne, si vraiment on est en galère. Je vois qu'il y en a certains qui comprennent mon humour. Ouais, j'ai compris. Il serait preneur de tes sous, Patrick. Ah, tu sais, même si c'est 10 balles, ils le prendront, ils crachent pas là-dessus. Dans le chat, vous pouvez jouer. Alors vous jouez pas pour une association, vous jouez pour le plaisir de montrer votre science et votre amour de la Saint-Etienne, puisque ce sera un quiz, évidemment, spécial sur la Saint-Etienne. On va jouer d'abord pour découvrir un joueur, et ensuite on jouera pour découvrir un match qui a été marquant dans l'histoire de Saint-Etienne. Kevin, les règles. Les règles, c'est simple, je vais énoncer, là je vais faire un petit test. Allez, je vous fais un petit test, c'est comme ça. Faut dire notre prénom, c'est ça vous dites votre prénom dès que vous avez la réponse, je vous donne la parole, et vous dites ce que vous pensez être la bonne réponse. Si c'est bon, vous avez un point, si c'est pas bon, la main ira à l'adversaire. Donc, petit test pour voir si vous avez tout compris. Je suis né le 12 décembre 1946 à Bamako, international malien. J'ai rejoint la SS. Elias. Oui. Salif Keita. Oh là là, mais voilà, c'était un test, mais il était tellement simple celui-là. Alors celui-là, il compte pour du beurre. Hein. J'ai rejoint la SSE en 1967, c'est arrivé à Nory-Maléchande avec une anecdote connue de tous concernant le taxi qui m'a fait rejoindre la ville de Saint-Etienne. Je resterai jusqu'en 72 à Saint-Étienne, marquant le club, devenant le 3e meilleur buteur de tous les temps, avec 140 buts en 485 matchs, 3 titres de champion, 2 Coupes de France, et je remporte le premier ballon d'or africain en 70. Je suis Salif Keita. Bravo, Elias. Bon, vous avez compris, cette fois-ci, on attaque sur des choses un peu plus dures. Mais c'est une période qui peut parler à Patrick. C'est une période qui n'est pas trop éloignée de sa carrière. J'ai fait un peu exprès pour que tout le monde soit à peu près équité. Attention, c'est parti. International tchèque, milieu offensif, élégant, avec une patte gauche de qualité. J'arrive à... Oui. Lubomir Moratic. Et non, c'est perdu. Pat. Ouais. Marek. Oui, Marek Heinz, bravo. J'arrive à Saint-Etienne en provenance de Galatasaray en 2006. Je ne resterai qu'une saison, mais les supporters verts se souviendront de moi et probablement de mon premier but contre Lorient, d'un magnifique coup franc. Une saison, 31 matchs, 5 buts et je suis transféré à Nantes. Je suis Marek Heinz. Et il y en a qui l'avaient, Bravo Didou. Bravo Jérémy Magic, bravo Fia Albert qui l'avait, bravo. Un point pour Patrick. Attention, deuxième joueur et après on passera au match. Celui-là, il est pas facile. Hein. Que ne l'a pas trouvé, hein, par exemple. Attention, attaquant franco-argentin, né le 30 mai 85, je fais un passage éclair à la SSE entre 2007 et 2009. Ne jouant que... Elias. Oui. Gigliotti. Oh là 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 là, il est fort. Oh, il est fort. Oh, il est très très fort. Ne jouant que 39 matchs pour 5 petits buts, formé à Monaco, je vais connaître pas moins de 13 clubs, principalement dans mon sud natal, international espoir français, aux côtés de Ribéry, Lassana Diarra et Mandanda. Je finis meilleur buteur de Toulon 2006. Éternel espoir. Jamais plus de 50 matchs dans le même club, je suis David Gigliotti. Bravo, tu te souvenais de David Gigliotti? Super joueur de soccer à 5. Quand il était à Saint-Etienne et qu'il n'était pas dans le groupe, il jouait tout le temps au soccer. Ah ouais, c'est vrai? C'est une bonne anecdote. Ouais. Ah oui, il a dû jouer souvent au soccer du coup. Bon. Il m'a traumatisé. Il y a eu une période des attaquants de Saint-Etienne, les Grax, les Gigliotti, c'était un peu traumatisant, je crois. Ouais, mais j'avoue que celui-là, je l'ai sorti du dernier Les Cajots. Je pensais pas que tu l'aurais aussi vite. Bon, allez. En fait, le franco-argentin, et je sais qu'en suivant les autres championnats, il y a un Gigliotti qui joue en Argentine. Donc, ouais, on n'a pas joué. Puis en plus, on n'a jamais signé Higuaín, donc ça pouvait être que ça. Allez, on joue à Brest. Ouais, à Brest, mais bon, pas de chance à Saint-Étienne. Allez, on joue pour un match. Toujours pareil, toujours les mêmes règles, vous dites votre prénom dès que vous l'avez. Un partout. Alors, match du 18 février 2016. Ayant vu Christophe Galtier diriger les troupes, un match où la SSE se heurte longtemps au portier adverse. Un but de Lucas Zuffi à la 15e minute oblige les Stéphanois à se dépasser. Elias. Oui, Elias. Le match contre Bâle. Tu as le score pour... juste pour... le 2-1. Le fameux 2-1 contre Bâle. On prend le but. Un but rageur de... Ouais. On marque quelques secondes avant la fin du match, tout le monde se saute dessus au poteau de corner. Oui. Et sur l'engagement, on prend le deuxième but. But rageur de Moustapha Mayalsal. C'est ça, but rageur de Moustapha Mayalsal qui libère le peuple vert à la 90e. Bonheur de courte durée, car le même Lucas Zuffi vient crucifier les espoirs verts d'atteindre les 18e de finale d'Europa League, s'inclinant sur l'ensemble des deux rencontres à cause de l'avantage de but à l'extérieur.
Bravo. Elias 2-1. Patrick peut égaliser ou Elias peut prendre définitivement l'avantage pour cette émission et prendre la tête, je crois, du classement des points par rapport à la semaine dernière. Attention, match du 6 novembre 2008. Alors là, c'est pas très loin de Patrick. Ambiance des grands soirs à Geoffroy-Guichard pour assister au réalisme des hommes de Laurent Rousset. La jeune garde stéphanoise comptant au coup d'envoi les prometteurs Blaise Matuidi, Bafé Gomis, Dimitri Payet s'imposera grâce à des buts de Ilan à la 59e, Machado à la 63e, entaché d'une jolie main, et Kevin Miralas viendra clore le résultat à la 76e. Un magnifique soir de Coupe d'Europe avec un magnifique maillot rayé et blanc et vert contre le club qui révélera aux yeux du monde le grand Alexander Söderlund. Elias, Oui. Rosenborg, Oui. Tu as le score ? 3-0. Ben oui, 3-0 contre Rosenborg. Tu viens de le dire. Ben oui. Ah, c'est pour savoir si ça allait compter. Petite anecdote, Vas-y. et je crois que j'étais ramasseur de balles. Alors ça, c'est une bonne anecdote. Génial. C'est une très bonne anecdote. Génial. Je crois que je suis ramasseur de balles. Et c'est la saison où Saint-Étienne retrouve la Coupe d'Europe. Ouais, avec le maillot rayé. Avec le J'ai fait maillot- lui et Valence, je crois. très beau maillot rayé où Saint-Étienne, je crois, après Rosenborg, passera le tour d'après contre l'Olympiakos et échouera ça. contre le Werder de Brême, si je me souviens bien. C'est ça, c'est bien ça. Le Werder de Diego. Avec beaucoup d'amertume, puisque on aurait pu passer contre le Werder, mais ça nous a coûté une grosse frayeur en championnat, si je me souviens bien aussi. Donc, pour le classement, messieurs, Elias, tu marques 3 points. Je laisse Karl, bien sûr, prendre note de tous ces magnifiques points gagnés. Patrick, tu marques 1 point, mais ce n'est pas fini, parce que ce jeu aura lieu sur toute la saison. Vous aurez l'occasion de glaner des points pour votre association. Et on en fera le décompte à la fin. On arrive à la fin, messieurs, à vous remercier d'avoir été avec nous. Oui, j'attendais patiemment qu'il y ait une question sur Romain Mouma. Je vais balancer tout de suite Romain Mouma. Non, ça aurait été simple. Ça aurait été très très simple. Peut-être plus tard. On va laisser passer l'émotion Romain Mouma pour que ça vaille le coup de le faire. Merci les gars, merci d'avoir partagé cette heure avec moi. Merci à vous sur le chat d'avoir été très 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 nombreux. Encore ce soir, et puis on se retrouve après le match de week-end prochain, donc lundi prochain, même heure, même endroit, et en attendant, prenez soin de vous, allez les Verts, ciao. Ciao tout le monde. Tchuss.